Et la situation au Royaume-Uni? Alors, la situation au Royaume-Uni, c'est exactement le contraire de la Grèce. Voilà. J'avoue que j'avoue que je suis servi par les événements. C'est à croire que la divine providence est au-dessus de nos têtes, parce qu'on ne pourrait pas rêver de plus belles leçons de choses pour les peuples, et en particulier pour le peuple français, que ce qui se passe si l'on compare la situation de la Grèce. On pourrait y ajouter la situation de l'Italie. Il va y avoir bientôt un référendum en Italie où, selon toute probabilité, Matteo Renzi risque de mordre la poussière. La situation au Portugal, qui est catastrophique. Donc tous ces pays, notamment du sud de l'Europe, qui s'enfoncent dans la crise, dans une crise sans fin. Et puis ce qui se passe au Royaume-Uni. Alors j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'y reviens. Parce que nous sommes aujourd'hui le 23 novembre 2016. Le 23 novembre 2016, ça fait très exactement 5 mois, depuis le 23 juin 2016, qu'a eu lieu le référendum où le peuple britannique a décidé de sortir de l'Union européenne, donc d'adopter le Brexit. Alors certes, la procédure de sortie formellement n'a pas commencé. Elle commencera au début de l'année prochaine. Madame Theresa May, le nouveau Premier ministre britannique, l'a annoncé. Elle mettra en œuvre l'article 50 pour sortir de l'Union européenne. C'est ce que moi je propose depuis des années. C'est la seule possibilité de sortie. Je remercie Madame Theresa May et le gouvernement britannique d'avoir confirmé aux yeux du monde entier, notamment des Français, que c'est bien la seule possibilité de sortie, c'est de mettre en œuvre l'article 50 du traité de l'Union européenne. Elle le mettra en œuvre, sans doute, au mois de mars de l'année prochaine. Entre-temps, elle a peaufiné sa réflexion stratégique, commencé à composer ses équipes de négociateurs. Ne croyez surtout pas que les Britanniques sont des enfants de cœur. Ce sont des gens extrêmement pragmatiques, qui sont en général excellents dans les négociations internationales et en diplomatie. Donc ils ne perdent pas leur temps en ce moment. En ce moment, ils sont en train de polir les arguments et d'affûter leur tactique de négociation pour la sortie de l'Union européenne, puisqu'il faut un accord de négociation. Mais au cours des derniers jours, il est arrivé, alors au cours des dernières semaines, j'en avais déjà parlé, on a vu que les données macroéconomiques du Royaume-Uni allaient de mieux en mieux. On a vu que la livre sterling s'est dépréciée d'environ 10% par rapport à l'euro et au dollar, ce qui a certes renchéri le prix des importations, mais justement, ça renchérit le prix des importations, ça en revanche fait baisser le prix des exportations quand elles arrivent à l'étranger. Donc ça a été un formidable boom des exportations britanniques à l'étranger. Et quand un pays exporte davantage et importe moins, ça veut dire qu'il crée de l'emploi chez lui. Donc on a vu les statistiques du chômage en Royaume-Uni, c'est sorti il y a quelques jours, mois après mois, elles continuent à diminuer. Le Royaume-Uni est en train de s'acheminer vers un état de quasi plein emploi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors qu'en France, on ne sait même plus où on en est. Si on additionne catégorie A, B, C, D et E, on est à 7, 8 millions de chômeurs. Donc ça a été le premier élément. Augmentation des exportations, baisse des importations, baisse du chômage, création d'emplois. On a vu également l'augmentation du tourisme. On a eu cet été plus 10% de tourisme, qui a fait marcher la machine économique britannique. Ça aussi, c'est à comparer à ce qui se passe en France, où tous les hôteliers, les cafetiers, les restaurateurs, toutes les industries de services qui vivent du tourisme, eh bien, sont en berne. On a vu en France, dans certaines régions, en Île-de-France par exemple, l'été a été calamiteux avec moins 10 à moins 15% de touristes. Tout cet afflux de touristes, cet apport en fait d'argent, puisque ça fait le tourisme, ça améliore considérablement la balance des paiements, a dopé la consommation. Donc il a fallu également revoir à la hausse la consommation des ménages. On l'a appris il y a quelques jours. On a vu coup sur coup le Fonds monétaire international, l'OCDE, des grandes banques privées être contraintes par les faits de revoir à la hausse le taux de croissance prévisionnel du Royaume-Uni pour l'année 2016. Ironie de l'histoire, c'est le seul pays d'ailleurs pour lequel le Fonds monétaire international a revu à la hausse son taux de croissance. Voilà, c'est quand même extraordinaire. Et comme si tout ceci ne suffisait pas,
Eh bien, on a appris au cours des dernières semaines que des grandes entreprises investissent au Royaume-Uni. On a vu, je crois que j'en avais déjà parlé, Renault, Nissan, qui a décidé de créer une nouvelle ligne de fabrication de son modèle Qashqai. Plusieurs milliers d'emplois vont être créés. Après, ça a été le cas de Google. Google a décidé de créer son nouveau siège à Londres. Il envisage de créer 3000 emplois. Après, ça a été le cas de Lego. Maintenant, c'est le cas de IBM. Enfin, quasiment tous les jours, enfin toutes les semaines, on apprend qu'un grand investisseur international décide d'investir au Royaume-Uni, notamment dans la high-tech, comme on dit, dans les industries de services et de haute technologie. Et ils investissent. Un investisseur, c'est important, un investisseur. Parce qu'un investisseur, c'est sur long terme. Donc ils investissent en sachant parfaitement que dans 2 ans, le Royaume-Uni ne sera plus dans l'Union européenne. Donc c'est bien une prise en considération, même avec l'affaire du Brexit, les investisseurs raffolent, se précipitent au Royaume-Uni. Et pourquoi ? D'une part parce que la main-d'œuvre y est moins chère. La livre sterling a été dépréciée, je l'ai dit, de 10%, donc les services sont moins chers, ça reste très attractif. D'autre part, le Royaume-Uni est tout à fait au milieu du jeu planétaire. Madame Theresa May a expliqué que depuis qu'elle a pris ses fonctions, il y a eu, et elle avait expliqué ça il y a déjà 1 mois et demi, donc ça a dû se développer depuis là, elle avait eu 27 États qui avaient proposé des accords de libre-échange, et puis pas n'importe quoi comme État, c'est pas de la gnognotte, hein. C'est la Chine, rien de moins que la République populaire de Chine, la Corée, l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, enfin, bref, voilà. Donc le Royaume-Uni n'est pas du tout en train de devenir la Corée du Nord, le Royaume-Uni n'est pas du tout en train de se refermer sur soi-même comme les propagandistes nous l'avaient annoncé, le Royaume-Uni n'est pas du tout en train de s'effondrer dans l'apocalypse économique, au contraire, il va de mieux en mieux, il crée de plus en plus d'emplois, il voit affluer chez lui des investisseurs internationaux et il constate le boom de ses exportations, le boom également de la consommation des ménages, et qu'est-ce qu'on peut de mieux ? Eh bien on peut encore des choses mieux. Et c'est ça, ce qu'on vient d'apprendre, et qui est quand même très extraordinaire, et sur lequel j'attire votre attention. C'est qu'un pays qui sort de l'Union européenne, c'est pas uniquement qu'il n'ait délivré des contraintes de l'Union européenne, c'est qu'il, d'un point de vue mental, il retrouve sa dignité de peuple libre. Voilà. Un peuple dans l'Union européenne, c'est un peuple asservi. Un peuple qui sort de l'Union européenne est un peuple qui se libère. Ça change tout. J'ai déjà souvent expliqué que l'économie n'est pas une science exacte. Si c'était une science exacte, ça se saurait. On saurait que les prévisions économiques seraient toujours confirmées par les faits. Elles le sont presque jamais. Donc, ça n'est pas une science exacte, c'est une science humaine. Le facteur humain, la psychologie des foules joue un rôle tout à fait considérable dans les évolutions économiques. J'en parlais d'ailleurs dans une conférence qui est d'ailleurs déjà assez ancienne, que j'ai faite il y a au moins 4 ou 5 ans, et qui s'appelle « Faut-il avoir peur de sortir de l'euro ?», où j'expliquais que toute l'oligarchie financière, industrielle, internationale et suédoise avait intimidé le peuple suédois pendant toute l'année 2003 en lui faisant croire que si jamais il refusait d'entrer dans l'euro à l'issue du référendum qui devait se tenir le 14 septembre 2003, à ce moment-là, eh bien, le pays sombrerait dans l'apocalypse. Ils avaient déjà fait le coup de l'apocalypse. Finalement, les Suédois avaient voté pour le maintien de la couronne suédoise, le refus d'adopter l'euro. Ils avaient voté non à l'euro à 57%. Même si l'avant-veille, il y avait eu l'égérie du oui qui avait été assassiné dans des conditions mystérieuses. Je vous renvoie à ma conférence disponible sur notre site internet. Eh bien, ce que l'on n'a jamais dit, sauf moi, c'est que depuis lors, le peuple suédois a retrouvé sa dignité. Il a conservé sa monnaie. Et donc, ça veut dire que tous les agents économiques, comme on dit, chaque individu, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque grand-père, chaque grand-mère, chaque cousin, etc., quelque part, les gens ont une petite fierté, c'est qu'ils se sont dit, eh bien nous restons la Suède avec notre monnaie. Ça veut dire que tout le monde en fait un petit peu plus, tout le monde voit l'avenir de façon plus positive, et tout ceci, au bout du compte, aboutit à un pays qui se relève. Eh bien, le même phénomène est en train d'apparaître
au Royaume-Uni. Puisque non seulement il y a les évolutions macroéconomiques que je disais, mais il y a bien mieux encore. Madame Theresa May, qui décidément ne finit pas de nous surprendre en bien, a décidé de lancer, elle a fait un discours là devant le CBI, c'est-à-dire devant l'équivalent du MEDEF britannique, devant les grands chefs d'entreprise. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit qu'elle voulait revenir à la notion d'un État stratège. Désormais, elle veut que l'État britannique développe l'industrie au Royaume-Uni. Et elle rompt frontalement avec cette idéologie complètement mortifère qui est l'idéologie du laisser-faire, laissons partir toutes les industries, acceptons les délocalisations à outrance. D'ailleurs, c'est normal, puisque maintenant, elle pourra sans doute éventuellement réglementer les échanges de mouvements de capitaux si nécessaire. Madame Theresa May est allée au-delà. Non seulement elle veut avoir un État stratège, mais elle dit également qu'elle veut faire en sorte que le capitalisme ne joue pas qu'au profit d'une petite minorité. Elle veut en fait assagir, réglementer le capitalisme et faire en sorte que le capitalisme a comme avantage évident d'être plus dynamique que lorsqu'une société est entièrement étatisée. On a vu ça 50 000 fois. Mais il a comme inconvénient majeur d'aboutir à un creusement des inégalités sociales jusqu'à une explosion finale et à provoquer des injustices, à provoquer le pillage de la planète, à ravager tout. Bon. Donc, l'idée de Madame May, c'est qu'elle veut encadrer le capitalisme. Elle veut en fait revenir un petit peu à ce qu'a été les 30 Glorieuses. L'après-Seconde Guerre mondiale, dans les pays occidentaux, le capitalisme n'avait pas la bride sur le cou. Il y avait des lois, des réglementations qui encadraient l'activité libérale des entreprises. Elle s'était fait d'ailleurs à l'époque par crainte de l'Union soviétique. Donc qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit par exemple qu'elle veut limiter les salaires les plus importants à l'intérieur des entreprises. Désormais, elle veut que ce soit les actionnaires qui décident. Elle a raison. Elle a raison. On ne peut pas accepter qu'il y ait, et c'est le cas en France, des entreprises où le président de l'entreprise, aussi brillant soit-il, aussi efficace soit-il, gagne en un mois ce que parfois ses ouvriers mettent des dizaines d'années à gagner. Il y a quelque chose quand même qui choque l'esprit. Madame May veut encadrer les plus hauts salaires. Madame May, il est vrai, a décidé de baisser le taux d'impôt sur les sociétés. Mais justement, ça sera un peu la contrepartie. Mais chose plus extraordinaire encore, elle a proposé, devant cette association qui est l'équivalent du MEDEF, elle a proposé de développer la participation des travailleurs au capital de leur entreprise. La vie est quand même merveilleuse. La participation des travailleurs au capital de l'entreprise, c'était exactement l'idée de Charles de Gaulle à la fin des années 60. Charles de Gaulle avait nourri cette idée dans laquelle il voyait une sorte de troisième voie possible entre un capitalisme inhumain, certes très performant économiquement, mais qui écrabouille des millions d'individus au profit d'une toute petite oligarchie si on ne l'encadre pas. Et puis à l'autre extrémité, le socialisme, où là c'est la pénurie à tous les étages, avec toujours une classe de privilégiés. Il y avait toujours une nomenclature dans les pays communistes, et en fait des pays dont l'économie végétait. Donc Charles de Gaulle s'était posé en conscience comment essayer d'avoir à la fois le dynamisme de l'esprit d'entreprise, mais aussi qu'il n'y ait pas de laisser pour compte. Laisser pour compte. Dans son discours, Madame Theresa May, qui est une conservatrice britannique pourtant, est une femme de droite, Madame Theresa May a dit qu'elle voulait réconcilier le capitalisme avec les laissés pour compte. Elle veut faire en sorte que les laissés pour compte, justement, ne le soient plus, que le dynamisme de l'économie libérale profite aux plus démunis. Et donc, elle a lancé l'idée d'en venir à cette idée de Charles de Gaulle, c'est-à-dire de faire des salariés, qu'ils puissent participer au capital de l'entreprise. Que ce soit eux également, et qu'ils ne soient pas seulement des salariés, mais aussi des actionnaires, qu'ils puissent ainsi faire partie prenante de l'aventure entrepreneuriale. Et ça, c'est quand même une idée qui, je pense,
est une idée d'avenir. Elle a valu d'ailleurs à Charles de Gaulle, à l'époque, il était visionnaire. Elle lui a valu des lazzi, il a été brocardé. La droite ne voulait absolument pas, bien entendu, que des ouvriers ou des travailleurs puissent entrer au capital d'une entreprise. La gauche, pétrie à l'époque d'analyse marxiste, considérait que c'était une trahison de classe, de la coopération, de collaboration de classe, etc. N'en voulait pas non plus. Et donc De Gaulle a été battu sur ces projets. Je note qu'ils reviennent sur le devant de la scène. J'en tiendrai compte d'ailleurs dans le programme que je présenterai, puisque je crois qu'il faut aller dans cette direction, d'ailleurs qui avait été entreprise sous Georges Pompidou, avec des fonds pour les travailleurs salariés qui étaient un petit peu intéressés. C'est ce qu'on appelait la procédure d'intéressement au résultat de l'entreprise. Mais c'était une version extrêmement édulcorée de la situation. Il s'agissait de participer. Ça a été en fait une espèce de petit surcroît salarial qui n'engageait pas. Là, l'idée, c'est que les travailleurs d'une entreprise se sentent partie prenante à l'entreprise, à l'aventure entrepreneuriale, qu'ils aient leur mot à dire. À leur mot à dire. C'est une espèce de démocratisation, un petit peu ce que je veux faire aussi dans la société politique française.